Retour sur notre plateau pour le printemps de l'orientation. Comme vous le voyez derrière nous, 3e jour. Denis, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on se retrouve pour une nouvelle émission sur se connaître et se faire connaître pour mieux s'orienter. Mais avant, on va vous partager un numéro de téléphone. Notre standard est ouvert. Si jamais vous avez des questions, sachez qu'on y répond dans l'émission suivante à partir de 18h30 en direct. Appelez-nous d'ores et déjà au 05 57 57 73 73. Et on se retrouve tout à l'heure pour répondre à ces questions. À partir Denis, de 19h. À partir de 19h, 18h30 d'ailleurs même. À partir de 18h30. On se retrouve, je le disais, pour des conseils de professionnels pour mieux appréhender justement son orientation. Parce que ce n'est pas évident justement d'y voir clair en cette période de stress, on s'imagine. Et pour ce faire, nous avons accueilli 2 invités. À ma droite, Sandrine Baucher, formatrice académique en compétences socio-émotionnelles. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. Et à ta gauche, Denis, nous avons... Véronique. Nous avons des lunettes. Véronique Brun, infirmière conseillère technique praticienne en psychologie positive. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors on se retrouve justement pour parler d'un vaste sujet qui est la confiance en soi. Peut-être qu'avant de définir la confiance en soi, il serait intéressant de définir ce que ce n'est pas finalement. Qui commence ? Alors je veux bien commencer. Justement, ce que l'on voit à l'écran, je pense, c'est justement pas ça la confiance en soi. C'est pas être Superman, c'est pas avoir des super pouvoirs, c'est pas être sans peur, c'est pas non plus avoir des Là, on voit certitudes. Superman, ça y est. Voilà, ça y est. Parce que comme avant, on me voyait. C'est voilà. ça. D'ailleurs, Je l'ai fait un petit peu pour moi, mais c'est pas grave. qui est qui. Maintenant, on voit. C'est pas ça la confiance en soi. Donc c'est pas avoir des super pouvoirs, c'est pas ne pas avoir peur, c'est pas être invincible et se croire invincible. C'est tout le contraire. Parce que la confiance en soi, c'est pas inné. C'est pas non plus acquis pour toujours et c'est pas non plus avoir des certitudes. Donc pas inné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas un trait de caractère, c'est pas une fée qui se penche sur notre berceau un bon matin pour nous donner de la confiance en soi. Au contraire, ça se construit. Et ça, c'est une super nouvelle parce que dans les compétences, savoir agir et réagir au-delà du prescrit et à bon escient, eh bien ça peut se construire en classe, ça peut se construire à la maison et même quand on est adulte. La deuxième chose, si c'est pas inné, c'est pas non plus acquis pour toujours. C'est-à-dire que si c'est comme les abdos, si on la travaille pas, la confiance en soi, on peut la perdre. Ou alors, comme aujourd'hui par exemple, devant les caméras, pas derrière, on peut la perdre aussi. Et puis la vie se joue autour de nous. En anglais, on dit life happens. Parfois, les émotions, elles nous submergent, elles nous assaillent et on a beaucoup de difficultés à les surmonter. Eh bien, c'est justement traverser ces émotions très inconfortables qui construit aussi la confiance en soi. Et la dernière chose, c'est pas une certitude. C'est pas parce qu'on va se répéter 100 fois j'ai confiance en moi et confiance en toi, prends confiance en toi que ça va fonctionner. C'est tout le contraire. C'est surtout apprivoiser l'incertitude. C'est ça la confiance en soi. Juste, c'est un discours qu'on entend quand même. Et confiance, on nous martèle parfois ça aussi. C'est vrai. Donc ce que vous dites, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre. Ça va à l'encontre, mais je trouve que c'est très favorable parce que ça veut dire que avoir confiance en soi, c'est finalement être vulnérable. Être vulnérable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire appréhender des risques, prendre des risques, c'est-à-dire supporter l'incertitude du résultat. Et c'est surtout accepter des émotions très inconfortables. Finalement, la vulnérabilité que ça demande, c'est du courage. Donc avoir confiance en soi, être ici aujourd'hui, je vous garantis que c'est pas simple. C'est surmonter une incertitude. Est-ce que je vais être capable d'eux ? Est-ce que ça va être... C'est ça la confiance en soi. Véronique, d'ailleurs, on parle souvent de confiance en soi qui n'est pas la même chose que l'estime de soi. Non, il y a effectivement une différence. Donc, si on voulait donner une définition de la confiance en soi, on pourrait dire que c'est savoir reconnaître ses propres compétences. Et là où c'est vraiment une nouvelle extrêmement importante pour tous, c'est que avec cette qualité intrinsèque d'être humain en vie, bonne nouvelle, qui que vous soyez, vous avez tous des qualités, des compétences, des talents, des potentiels, des forces de caractère. Donc quand on veut donner une définition de cette confiance en soi, c'est savoir reconnaître ses propres compétences et ça va se traduire, la confiance en soi, par nos actes, aussi bien dans nos réussites que ce que nous considérons comme des échecs, parce qu'on verra plus tard que ça n'est pas forcément un échec, mais peut-être une étape. Alors, évidemment, c'est très proche de la notion d'estime de soi. Et par rapport à cette notion d'estime de soi, on peut dire qu'il y a 3 besoins psychologiques qui sont vraiment importants. Ça va être l'appartenance.
les relations qu'on a autour de nous sont d'une extrême importance. La compétence, c'est ce sentiment d'auto-efficacité, c'est pouvoir le faire. Je vais faire plaisir à Sandrine, yes we can. Et puis l'autodétermination, c'est-à-dire l'autonomie. Non seulement je sais que je peux le faire, mais je sais que je peux le faire par moi-même. Donc déjà, pouvoir approcher un petit peu ces compétences, c'est super intéressant. Évidemment, pour ça, on a besoin, partout autour de nous, quand on est une jeune personne, et puis tout au long de la vie d'ailleurs, de construire ça avec les autres. Alors pour les plus jeunes, avec des adultes qui vous comprennent, qui puissent valider aussi ce qui fait un petit peu sens pour vous, des adultes pour lesquels vous êtes assuré d'être signifiant, d'être important, et des adultes qui vous proposent une attention qui est bien perceptible. C'est pas forcément les parents, ça peut être... Non, ça peut être effectivement dans ce parcours et cette question de l'orientation, les différents adultes que l'on rencontre. Alors, je vais penser évidemment, par exemple, aux infirmières des établissements. Je vais me permettre de les évoquer ici. Si on veut faire une petite différence avec l'affirmation, parce que souvent on va confondre estime de soi qui est une auto-évaluation de soi-même, positive, dans laquelle on est capable de se dire je suis aimable, je suis capable, et ce que je suis en train de faire, ça a du sens pour moi, ce qui est la première question en termes d'orientation fondamentale. Quand on parle d'affirmation de soi, en fait, c'est plutôt la capacité à exprimer ses compétences, à vraiment les rendre perceptibles par autrui, à exprimer ses valeurs aussi, et également à défendre ses droits. Donc on est dans le cœur du sujet, très lié à ça. C'est la confiance en soi, ça permet d'agir en se libérant un petit peu de la peur d'échouer. Alors la peur d'échouer, on en a absolument tous. En ce moment, avec Sandrine, on en a beaucoup parlé depuis 2 jours, parce que ça fait partie quand même au niveau des jeunes, il y a cette peur-là qui est là. Le terme d'échec, oui. Voilà, alors c'est tout à fait renforcé, et ce qui paraît être une piste intéressante, c'est de les accompagner dans un regard sur les choses qui donnent satisfaction, qui montrent qu'effectivement, même si ce qu'on a à vivre est délicat, ça peut donner des satisfactions. Et donc, à partir de là, on va moins craindre le regard des autres. Et on parlait justement, vous l'évoquiez Véronique, des relations. Il y a des parents qui nous regardent aussi certainement avec leurs enfants. C'est important de mettre justement ces enfants dans de bonnes conditions pour qu'ils aient le plus confiance en leurs capacités aussi finalement. C'est ça, et je crois même que la confiance, elle ne vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur. Alors c'est valable pour les jeunes, mais c'est valable aussi pour nous, dans notre cadre environnant. Et en fait, il y a 3 éléments fondamentaux qui, je pense, peuvent changer la société radicalement. Le premier point, c'est le regard positif inconditionnel qu'on a les uns envers les autres. La deuxième chose, ce sont les renforcements positifs. Et troisième chose, c'est la construction du sens. Alors, on va donner des exemples très clairs, des exemples de la vraie vie, on va dire. Le regard positif inconditionnel, c'est un terme très joli qui nous vient de Carl Rogers et qui finalement veut dire notre humanité commune, c'est le fait de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parfait, personne, qui que ce soit, et on a le droit à l'erreur. Tout à l'heure, j'ai dit une compétence, c'est savoir agir et réagir au-delà du prescrit, c'est-à-dire dans l'imprévu, et à bon escient, c'est-à-dire de façon appropriée. Quand on n'a pas confiance en soi, quand on se trompe, quand on vit tout simplement, très souvent, la preuve, on peut se tromper et c'est pas grave, mais c'est le cas de tout le monde. Et quand on a la conscience que c'est le cas de tout le monde, ça veut dire qu'on ne va pas juger une personne, mais bien au contraire, on va accompagner un comportement vertueux pour pouvoir avoir justement ce comportement à bon escient. Et donc quand on est enseignant, c'est mon cas, je suis prof d'anglais, quand on est avec des jeunes adultes, quand on est en famille, par exemple, il est indispensable de ne pas juger une personne en disant avec une étiquette, t'es un tocard, t'es feignant, tu n'as pas... une étiquette. Il est très important, au contraire, d'évaluer un comportement. Et ce comportement-là, on peut le rendre vertueux, on peut le modifier. Et c'est justement comme ça qu'on va construire la confiance. Alors vous êtes prof, juste un petit peu, l'erreur fait partie de l'apprentissage, donc vous devez, c'est un peu paradoxal, pas sanctionner bien sûr, mais vous devez faire remarquer à vos élèves qui se trompent en fait, tous les jours. Alors, on reviendra là-dessus. On a dit tout à l'heure que la confiance, c'était être vulnérable. Je crois que c'est central. Vous parlez de risque. Il n'y a pas de confiance sans l'action. Véronique a dit l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Pardon, c'est l'inverse. La confiance en soi, c'est l'estime de soi en action. Ça veut dire que si on ne fait pas ce petit pas, si on n'essaye pas, on ne pourra pas se confronter à l'erreur.
à l'erreur ou à l'échec d'ailleurs. Mais accompagner ce petit pas en avant qui va faire et qu'on va être donc confronté à ces deux autres choses, l'émotion inconfortable qui va avec et l'incertitude du résultat, c'est central justement. Et c'est le rôle de l'enseignant, mais c'est le rôle aussi des parents, c'est le rôle d'un copain à un autre copain aussi, de dire « mais vas-y, ose, qu'est-ce que tu risques ?» à condition qu'on ne juge pas la personnalité. Toi, t'es nul, terminé. T'es un tocard, terminé. Si c'est définitif, il n'y aura jamais de confiance en soi. Donc, on a une sacrée responsabilité quand même. Alors, vous connaissez tous les armures qu'on peut avoir dans ces cas-là. On a tous connu les enseignants qui sont sur le plateau, il y en a beaucoup. Les enseignants savent bien que certains élèves arrivent avec une armure. Et cette armure, elle vient justement du fait qu'on a très peur d'être soi-même. Et être soi-même, ça veut dire oh là là, mais j'ai eu des problèmes avec papa, maman, parce que ça se passe mal à la maison, parce qu'on a eu un problème de voiture ce matin. Et on arrive avec son armure, qui peut être l'armure, je vais en découdre, l'armure, me parle pas, ou bien l'armure au contraire, de la cape d'invisibilité, surtout, elle ne me voit pas, je disparais, je n'apparais pas. On ne me voit pas. Celle-là, elle est très utilisée, je crois. Elle est très utilisée et c'est surtout qu'en face, le prof ou l'adulte ou la personne de la famille va avoir la même armure. Et là, c'est terminé. En revanche, dire « je vois bien que tu as un souci et ça me touche que tu aies un souci. Je le vois, je l'entends, je le valide. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. On en reparlera un petit peu plus tard. Je l'ai vu et ça m'impacte. Donc, on en reparlera tout à l'heure. » Ça, c'est indispensable, ça s'appelle le regard positif inconditionnel. C'est quelque chose qui a changé ma vie. C'est extrêmement libérateur. C'est super difficile parce qu'on aime bien labelliser les gens, dire celui-ci c'est un nul ou c'est un machin. C'est très facile, mais c'est déresponsabilisant au possible. Pour en revenir justement à l'action dont vous parliez, c'est vrai qu'on l'a vu avec des élèves qu'on a reçus, des étudiants ou même des questions. Il y a cette dimension d'échec toujours qui les stresse, qui apporte beaucoup d'anxiété. Alors que justement, vous le disiez, dans l'échec finalement, il y a aussi une idée qu'on a tentée et que grâce à cette expérience-là, on sait que justement ce chemin n'est pas à prendre. Alors, c'est ce qu'on retrouve sur les bulletins, par exemple. Quand on remplit un bulletin, on va avoir implication, engagement. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que cet élève, il a eu le courage de passer du temps à travailler, peut-être 4 heures, 6 heures, 7 heures sur un devoir de maths, et il prend 4. Eh bien, cet élève, il a énormément de courage d'assumer justement son... Alors, il n'a pas réussi, donc il a travailler en étant incertain du résultat et en même temps, il assume cette émotion désagréable de la déception, de la frustration. Ça, c'est indispensable de se l'approprier. En revanche, le professeur a son rôle, c'est de dire, en savoir-faire, là, tu n'as pas fonctionné comme il faut. Tes 4 heures, elles n'ont pas été exploitées comme il fallait. C'est à lui de l'accompagner. Alors, justement, le deuxième point, et je fais très vite, on parlait de donc, regard positif inconditionnel. Le deuxième, c'est le renforcement positif. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Apprendre, c'est rater. Si on ne rate pas, on n'apprend rien. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est obligé de rater si on veut réussir un jour. Et donc ça, pour l'encourager, c'est ce que vous dites, puisque c'est contre-productif. Enfin, c'est d'habitude ce qu'on entend ailleurs, enfin, la plupart du temps d'ailleurs, faussement, c'est que justement, il faut encourager cette prise de risque. Mais si on sait, petit a, qu'on ne va pas être jugé dans sa personne, mais dans son comportement, mais le risque, il va advenir forcément. A contrario, un enfant qui ne veut pas prendre ce risque-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « à quoi bon? Je ne suis pas sûr de réussir, donc moi je ne fais pas ». Et donc quand on voit parfois feignant, alors on n'a pas ça sur les bulletins bien sûr, bien sûr. Il y a des synonymes. Des synonymes, mais du type « n'a pas fourni tous les efforts nécessaires », etc. Ça veut souvent dire... Parfois c'est vrai, mais très souvent, je pense que dans 90% des cas, c'est la peur d'affronter la déception et la frustration. Et très souvent, on a des élèves qui nous disent « je préfère avoir 0 plutôt que d'essayer de parler devant le groupe ». Mais à tous ces élèves de France et de Navarre et surtout de Nouvelle-Aquitaine, je dis « mais allez-y, vous ne risquez rien. Vous êtes, si on ne peut pas louper à l'école, mais où peut-on louper ou rater ?» Et donc la dernière chose, c'est la construction du sens qui va être centrale, mais vraiment centrale dans le grand oral cette année, c'est de faire des liens. Faire des liens, ça veut dire avoir un esprit tellement curieux qu'on va regarder des événements de sa vie tellement différents et qui finalement retrouvent un pattern, vous savez en anglais, c'est-à-dire un modèle qui se répète. Eh bien, c'est le rôle de l'adulte de lui dire, là, il y a des points communs. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Véronique parlait d'autodétermination.
d'auto-efficacité et d'appartenance. C'est les 3 besoins psychologiques fondamentaux. L'autodétermination, elle ne peut venir que si on a compris comment on a construit son parcours. Et là, on devient auteur de son histoire. Alors justement, on parle de confiance en soi. Comment faire pour travailler cette confiance en soi? Parce qu'on le disait aussi, il n'y a pas un âge où ça y est, on atteint le max de la confiance. Ça se travaille tous les jours. Comment faire? Quels sont peut-être les exercices, les conseils que vous pourriez donner aux étudiants qui nous regardent et à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs? Alors, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, en fait, considérer que ce que l'on a à faire, ça va être comme une expérience. Et évidemment, pour vous, élèves un peu scientifiques, on sait bien que l'expérience, elle cherche, elle tâtonne, elle recommence, etc. Donc, vraiment, rechercher cette expérience. Nous, au niveau de notre académie, on a quand même une immense chance d'avoir la confiance de notre rectrice et d'avoir constitué une équipe académique de formateurs développement des compétences psychosociales. Donc on essaie dès le plus jeune âge, et ça aussi c'est important que ça continue à grandir, de proposer des petites activités, des petits exercices qui permettent aux jeunes, mais même tout petits, de pouvoir contacter leurs qualités, leurs compétences, leurs talents. Alors je vais en citer une, par exemple, l'action dont je suis satisfait. Donc on leur demande de se centrer, vous pouvez tout à fait le faire, cet exercice, pour se préparer, c'est très intéressant. Vous choisissez une action et vous vous dites, mais pour réaliser cette action, par exemple finir de lire cet ouvrage monographique de 1500 pages qui est complètement rébarbatif, je choisis cette action parce que je viens de finir. Je vais essayer d'aller nommer les qualités que j'ai mobilisées pour faire ce travail. Je suis persévérant. Je suis constant, je suis, etc., etc. On va faire cette petite collection de qualités, parce que les qualités, c'est précisément je suis. Et sur les compétences, si je suis persévérant, je suis capable d'aller au bout d'un travail. On va décortiquer dans cet exercice ces éléments-là et se dire, tiens, à quel moment je pourrais m'en resservir? Parce qu'effectivement, on a parlé de l'erreur et c'est très bienvenu. Il faut aussi qu'on fasse de la place à la réussite. Donc on va volontairement se demander de porter attention à quelque chose que l'on réussit et de voir qu'est-ce qui vient de nous pour cette réussite, qu'est-ce qu'on a donné dans ces termes-là. Ensuite, d'autres petits exercices qui peuvent être aussi sur l'émotion, par exemple, c'est se visualiser en train d'appeler tout ce qu'on a de plus cher après les épreuves ou l'obtention du résultat de Parcoursup, en se voyant téléphoner, bondir, sauter, rire, pleurer, avoir ses résultats du bac, des petites choses comme ça. On essaie effectivement de proposer tout un programme tout au long de la scolarité qui vont leur permettre de faire émerger ces ressources, puisque ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent se dire « voilà ce que j'ai dans mon bagage pour franchir cette épreuve, tout simplement. Quand vous proposez ces exercices, quelles sont les réactions en fait? Tout de suite, ils disent oui, on va faire ça, ou il y a un petit peu de timidité parce que vous faites appel là, à quelque chose, un comportement qui est peut-être nouveau pour eux-mêmes, totalement nouveau. Non, il y a de la réserve. Par exemple, on va accueillir un groupe de terminale, on va se munir d'une ficelle, et puis avec cette ficelle, on va se faire passer la ficelle comme ça les uns aux autres, en nommant des choses qui sont importantes, qui font sens pour nous, qui comptent, voire une qualité. Et effectivement, ce qu'on leur demande dans ces exercices, c'est de faire super attention à ce que leur dit leur corps, les sensations. Ça, au grand oral, ils l'auront. Regardez, même moi, là, j'ai les jambes bien. Voilà. On leur demande de sentir les émotions qui vont avec ce moment où ils nomment cette qualité, les pensées automatiques, du style « c'est complètement ridicule ce qu'ils me demandent, mais pourquoi ils me font ça, c'est des martiens, etc. » Et puis leurs sentiments. Et à partir de là, cette ficelle, elle va relier tout le groupe et on va se rendre compte qu'on est tous ensemble et qu'il y a ce collectif, cette coopération. On peut aussi travailler, par exemple, dans un cercle où on restitue une notion, une connaissance. On va lancer des petites balles et il y en a un qui peut attraper la balle en disant « mais moi, j'en sais absolument rien ». Il peut choisir de la lancer à quelqu'un qui sait et qu'ainsi, on fasse... Voilà, on a toute cette pratique du développement des compétences psychosociales pour laquelle on est formé aussi formateur. Ce qui met justement en évidence aussi la dimension d'aide, de ne pas hésiter à demander de l'aide, justement, de dire « voilà, moi ça, je ne sais pas, toi, peut-être que tu le sais, est-ce que tu peux m'aider ?» C'est fondamental puisque si je peux me dire, là, aujourd'hui, j'ai telle qualité, telle compétence, voire tel talent, parce que vous en avez des talents, rappelez-vous bien ça, voilà. Et puis, tout un tas de choses comme ça. Alors, c'est pas gênant d'aller voir ce qui nous manque
et de pouvoir se dire ce que j'ai à moi, c'est ici, mais les autres ne sont plus nos adversaires. Oui. Ce sont des gens qui peuvent être des ressources. Et si cette contagion de la ressource mutuelle se met en place dans une classe, alors là, on gagne effectivement avec une coopération, un sens du collectif qui est un énorme atout. Alors une question un peu formelle pour toutes les deux, parce que c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très intéressant, mais est-ce qu'il ne faut pas le teinter, je l'ai fait un peu volontairement, d'humour, parce que sinon, si vous dites tout ça aux jeunes, je pense qu'ils vont être un peu avec peur. Non, enfin, qu'ils le recevront comme ça d'ailleurs. C'est vrai que ce sujet-là peut... prête à sourire, ou en tout cas on se dit mais non, mais je vais pas faire ça, n'importe quoi. Voilà, ils sont perchés, ils prennent des trucs, ils fument. Oui, mais en même temps ça passe aussi par la vulnérabilité de la personne qui va l'engager, ça. Alors Véronique, elle fait des formations géniales à Limoges là-dessus justement, où on fait des jeux, même avec les adultes, on mène ces jeux-là avec des adultes. Je crois qu'au quotidien, alors je parle pour ceux que je connais le mieux, c'est-à-dire en classe, je donne l'image, alors c'est pareil aussi avec des enfants, avec nos enfants, nos propres enfants, on peut considérer le cheminement qu'on leur propose comme la traversée d'un pont de singe. Et la vie est difficile, la vie est compliquée, elle est risquée, on traverse un ravin au quotidien. Et en fait, il y a deux actions possibles, soit on dit à l'enfant, reste là, c'est trop dangereux, n'y va pas. Soit au contraire, écoute, vas-y, allez, lâche-toi, et puis finalement la catastrophe peut vite arriver parce qu'on peut basculer. Et à contrario, justement, c'est là où ça n'est pas « ouais, tu prends des trucs, de toute façon, elles sont trop sympas, on va parler des émotions ». C'est tout le contraire, c'est avoir des conversations qui fâchent. Et avoir une conversation qui fâche, c'est être vulnérable, parce que c'est se poser, affirmer, proposer un avis, et ne pas être sûr de la réaction, ou en tout cas peut-être aussi d'avoir une émotion difficile en retour. Et donc pour éviter ça, l'image du pont de singe, elle est appropriée, parce que si on donne un cadre à un jeune, ou même à son conjoint par exemple, c'est ok de faire ça, mais pas ok de faire ça. Ça veut dire qu'on entend ce qu'il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il désire, ses souhaits, ses espoirs, etc. Et en même temps, on se pose en tant que je me respecte aussi, et ça ne passera pas. Des exemples clairs, très simple. Juste l'image du pont de singe, je pense qu'on a peut-être une image d'ailleurs, parce qu'il faut préciser ce qu'est un pont de singe. Ouais, voilà, on va voir un pont de singe. Pardon, le Rickety Bridge. On imagine la fragilité, c'est l'instabilité, c'est ça, c'est très... moi, j'ai beaucoup de difficultés à le traverser en vrai, ça, dans la vraie vie. Le vertige. J'ai le vertige. C'est très instable, ça paraît très instable du moins. C'est extrêmement instable, et en même temps, si on est sûr que les parapets, donc que les garde-corps fonctionnent, il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont OK, et il y a des choses qui ne sont pas OK. Un exemple très simple, c'est OK de ne pas avoir fait son travail, pas tout le temps évidemment, mais c'est pas OK de mentir et de le cacher. C'est OK de ne pas avoir compris, mais c'est pas OK de se taire, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. On peut aussi, c'est OK de faire son travail à l'écrit, et de même le faire très très bien. Il y a des élèves qui font très bien leur travail et qui jamais n'ouvrent la bouche. C'est pas OK de se taire et de pas contribuer non plus. Parce que on parle de confiance, on parle de risque du coup. Ça veut dire que pour travailler cette confiance, il faut prendre ce risque-là. Et il faut se montrer vulnérable. Et donc, un bon élève, il faut aller le chercher. Alors, nous les enseignants, nous le faisons au quotidien, mais il faut aller le chercher pour qu'il ose justement se mettre en difficulté et pour traverser cette émotion compliquée qui veut bien lui dire quelque chose. Et pour prolonger un petit peu, au niveau des profs, justement, vous êtes prof. Il faut que tous les profs fassent ça, alors, parce que si vous êtes un à faire ça, c'est compliqué, non? Alors c'est souvent. Non, je dis pas un, non, je dis pas et alors peut-être pour les collègues enseignants qui sont nombreux à avoir cette intention positive pour le devenir de leurs élèves, c'est oser faire des choses effectivement qui peuvent quelquefois entraîner un peu de la part de leur père, de la dérision, pourquoi pas, de la défiance, voilà, évidemment, puisque dans ce qui est, oui, on propose de sortir de sa zone de confort, par exemple, aller dire, et dans ma classe, c'est parfaitement ok de pas comprendre, tout le monde a le droit de pas comprendre, par contre, se taire et pas le dire, ça c'est pas ok, ça veut dire qu'on va vraiment, ça va être très différent. On citait les exemples tout à l'heure. Sur le jeu des qualités, on peut travailler, par exemple, alors peut-être avec plus des collégiens, parce qu'à l'âge des lycéens, c'est différent, mais à faire émerger des qualités et à les nommer. Mais ça veut dire que la personne peut
nommer ses propres qualités au regard de quelque chose qu'elle est en train de faire et qui est observable. Parce que les jeunes, vous détestez tous en termes de crise de loyauté. Si c'est des compliments qui sont faits sucrés, édulcorés et qui ne correspondent pas au réel, c'est détestable et c'est pris comme une crise par rapport à la loyauté. Mais si l'on peut arriver à dire, je peux dire mes qualités, je peux dire à un camarade, à voir comment tu viens de faire telle passe au basket, on en a vu des très belles tout à l'heure, tu as telle qualité, l'agilité par exemple, mais si l'on peut aussi recevoir en tant que professeur la parole d'un jeune qui dit, avoir la patience que vous avez eue par rapport à l'instant de turbulence, là, ou d'un petit peu de bazar dans la classe, il parle autrement, vraiment, vous êtes patient, vous êtes attentionné, vous êtes compréhensif. C'est quand même changer un peu de paradigme dans sa posture professionnelle, mais c'est se retrouver dans une circularité où l'adulte n'oublie pas qu'il a son rôle, qu'il a cet besoin effectivement d'apporter ce cadre rassurant aux élèves, mais où il peut apparaître aussi, lui, avec des vulnérabilités. Alors c'est vrai que ça, c'est un chemin qui est difficile à parcourir pour chacun d'entre nous dans la communauté éducative, mais que nous travaillons, Sandrine, en équipe. C'est pas que moi qui fais des formations, il y a toute une équipe que je salue d'ailleurs, pour apprendre aux professeurs cette posture. Et alors justement, au niveau de ces qualités, on le voyait avec les invités qu'on a reçus, certains élèves ne se rendent pas compte qu'ils ont certaines facultés qui sont des qualités et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour leur orientation. On prenait l'exemple de la manière de s'exprimer, par exemple, ou de qualités rédactionnelles, qui sont peut-être importantes justement à mettre en avant pour commencer à immiscer, pour intégrer justement une orientation probable. Véronique parlait des critères observables. C'est vrai qu'un verbe, c'est-à-dire une action, un comportement, on n'a ni la grosse tête, ni au contraire un sentiment de manque. C'est clair. Et donc, pour trouver les qualités, alors dans le travail de Parcoursup par exemple, au lycée Cabanis pour ne pas le nommer, dans certains ateliers, nous menons ce travail-là, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait et dont tu es fier, et là, on va en décliner une qualité. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est très difficile de pouvoir le dire spontanément parce qu'on a l'impression qu'on est vaniteux à dire quelque chose comme ça. Et du coup, ça renvoie à l'image qui est à l'écran, c'est-à-dire nos peurs les plus profondes, mais qui sont les mêmes pour les adultes. C'est-à-dire que c'est pas simplement un jeune de 15 ans ou de 18 ans ou quelqu'un de 53 ans qui aura ces peurs-là, c'est tout le monde. Et ces peurs, elles sont connues. C'est la peur d'être ignoré, la peur d'être humilié et la peur d'être rejeté. Et ces trois peurs-là, elles sont fondamentales. Tout le monde les ressent. Mais ça veut dire qu'elles ont leur corollaire aussi, c'est la peur de la honte. La honte, c'est la peur de ne plus être aimé. Et ça, c'est le pire de tout. Mais je crois qu'en fait, même le pire de tout, c'est la peur d'être ignoré, justement. Mais quand on a justement ce courage de se montrer, en anglais, on dit show up, be heard and be seen. Quand on a ce courage-là, toujours avec le postulat de base qu'on ne juge pas une personnalité, qu'on juge un comportement. Si on a ce courage-là, eh bien, étonnamment, on va aller vers l'autre parce que c'est comme ça que le lien se fait. Quelqu'un qui réussit tout le temps, ça énerve. Ça énerve parce qu'on se dit, bon sang, mais pourquoi lui réussit et pourquoi pas moi? Et c'est le cas de tout le monde. Quelqu'un qui va avoir un super résultat quelque part, ça va nous renvoyer à nos propres démons. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Alors que être vulnérable, c'est demander de l'aide, par exemple. C'est ça qui va créer le lien. Et ça aussi, il faut en être conscient quand on est adulte. Mais vous dites aussi, donc, toutes les deux, le prof peut peut montrer qu'il est vulnérable aussi. Oui. Ça, c'est un peu nouveau parce qu'on a l'impression que le prof, il est quand même pas tout puissant. C'est un peu exagéré. Mais non, mais dans la tête de l'élève. Je vais revenir là-dessus sur quelque chose de très simple. Quand on dit, par exemple, quand vous dites ça, c'est par exemple un élève qui arrive très en colère parce qu'il est en retard. Il arrive en sueur dans la salle de classe. Il jette son sac sur la table. Le prof va lui dire « Eh oh, billet !» Donc, qu'est-ce que va faire l'élève forcément? Il va s'énerver, ce qui est complètement légitime. Hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je peux vous le dire. En même temps, cet élève, si on gratte un petit peu, il s'est dépêché pour être à l'heure aujourd'hui, alors qu'il a oublié son sac chez papa, que maman n'a pas voulu aller récupérer le sac, qu'il est quand même à l'heure, allez, 5 minutes de retard, et c'est pas très grave. En même temps, encore une fois, c'est OK d'être en retard, ça arrive à tout le monde.
même à nous, tout le monde. Mais c'est pas OK de s'en prendre à n'importe qui. Mais est-ce qu'on a le temps, en revanche, quand on est professeur, justement, de prendre le temps on peut trouver des recul. moyens. Là aussi, c'est ce qu'on essaye de transmettre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les critiques qui peuvent être faites sur ces approches-là, qui sont innovantes, hein, c'est certain, c'est-à-dire non mais vous ne croyez pas que vous allez faire du laxisme là, Oui. que vous allez tout tolérer, que vous avez lâché. Alors pas du tout. Lorsque l'élève va arriver en retard, quelque part on va le noter. Et observer si ça se reproduit sans arrêt, mais on va aussi noter les efforts qu'il fait. En fait, l'idée, c'est un petit peu d'inverser, au lieu de toujours porter ce qui est naturel chez l'être humain, le regard sur ce qui ne va pas, ce qui est une lacune, ce qui est un déficit, ce qui est une incompétence, ce qui est un manquement, et il y en a tout le temps. Si l'on ne pointe que ça, que l'on ne peut voir que ça, si on voit l'élève que comme ça, c'est comme si on faisait ça. Tout disparaît dans ce qu'il est... ce qui est satisfaisant, ce qui fait de réussir et ce qu'il ne fait pas. Donc si on essaye de sortir un petit peu de cette idée-là et d'aller lui dire, à partir de ce qui est constructif et qui va vraiment dans le sens de ta réussite, de ton projet qui fait sens pour toi, ça vaut le coup d'améliorer ça, ça et ça. Donc on va très simplement, par exemple, avec un code couleur point rouge, point vert, et au bout d'un moment, le revoir, lui reparler. Et essayer de dire, mais ton comportement, il a quel sens? Là, tu vois, chaque fois que tu as cours de SVT, à 9h le mardi, systématiquement, nous notons que tu es en retard. Et on va peut-être lui poser la question de l'évitement. Qu'est-ce qu'il y a voilà, parce que nous postulons dans l'équipe académique que les élèves, quelquefois, ils peuvent avoir envie d'éviter de se confronter à l'expérience qu'ils doivent faire. Non pas parce qu'ils n'aiment pas l'école, non pas parce que systématiquement ils ne respecteraient pas tous les adultes ou un cadre, simplement c'est trop coûteux pour eux de se frotter. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas, voilà. Et donc cet oser agir par un comportement de type renforçateur positif, on va obtenir un résultat. Mais il n'a jamais été dit que c'était tolérer absolument tout et ne pas poser des exigences. Justement, on parlait de cadre. On peut avoir peur justement de ce manque de cadre si on laisse un peu tout passer comme on l'évoquait. Finalement, l'adulte peut aussi mettre en place un cadre sécuritaire en quelque sorte. Alors c'est ça, c'est même justement ça qui fait la confiance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cadre, on peut pas accompagner des comportements vertueux parce que ça n'arrivera jamais justement. C'est au contraire, c'est tout le contraire du laxisme en fait, étonnamment. Et je crois qu'aligner ces valeurs, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait ou ce qu'on dit, on est droit dans ses bottes quand on est enseignant, quand on est comme ça. Parce qu'on est intègre, justement. Et reconnaître ses erreurs, avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs parfois, et l'intégrité d'en tirer des leçons. Mais là, encore une fois, on aligne ces valeurs. Là, c'est justement ce cadre sécuritaire, en tout cas pour l'adulte. Ou même à la maison, c'est la même chose. Maintenant, le cadre sécurisant qu'on peut leur proposer, ça reprend en fait sous des termes un peu différents ce qu'on a dit au tout début. Le premier cadre, c'est le cadre d'inclusion. Et l'inclusion, ça veut dire, alors c'est très beau intellectuellement, c'est beaucoup plus difficile émotionnellement. On inclut tout le monde, sans exception, et non pas malgré, mais grâce à leurs différences. C'est parce qu'ils sont différents qu'on va les accepter et que justement ils auront des choses à nous dire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est le cadre d'apprentissage. Apprendre, on a dit tout à l'heure, ça veut dire rater, se confronter à l'échec, la prise de risque de l'incertitude du résultat. L'enseignant aussi le fait. S'il affirme n'importe quelle expérience comme étant une leçon, lui aussi sera modélisant pour l'élève. Le troisième cadre, c'est le cadre de contribution. Si l'élève est donc, il se dit qu'il n'est pas jugé lui-même, mais son comportement va l'être, il a donc une responsabilité pour le groupe. Ça veut dire qu'il se doit d'intervenir. S'il n'intervient pas, ça veut dire qu'il se sent inutile et donc il n'est pas responsable. Et le troisième cadre, il est tellement bien, tellement à l'aise et tellement, même à dire des choses erronées, ça c'est pas grave du tout, bien au contraire, bien au contraire. C'est surtout proposer de changer les choses. Quand on est capable justement de dire, tiens, moi je ferai des liens là où les gens n'en ont pas forcément fait. C'est le ferment absolu de l'innovation et de la créativité. C'est ce cadre-là qui nous permettra d'inventer des choses qui n'auront jamais été faites. Et si on ne le fait pas à l'école, c'est probablement, j'espère que si, mais c'est peut-être pas en entreprise qu'on l'apprendra. Et vous êtes en prise directe avec vos élèves dans les cours d'anglais. J'imagine que ça fait longtemps que vous avez ce raisonnement. Vous sentez qu'il se passe quelque chose dans la classe ?
Et ils sont réceptifs? Oui, mais oui, j'imagine. Et comment? Si vous me dites non, non, ça va pas. Justement, j'ai été poussée hors de ma zone de confort en 2010, en 2011, lors de la réforme STI 2D. Je suis enseignante d'anglais, je suis linguiste, et on m'a dit, maintenant, vous allez enseigner l'enseignement technologique en langue vivante. Et donc, j'ai dû travailler avec des collègues, je les salue, c'est des super copains, j'ai appris tellement de choses avec eux, des profs d'électronique, des profs de mécanique, des profs d'électrotechnique. Et grâce à eux, avec eux, ensemble, on a été sortis forcément de notre zone de confort. Mais qu'est-ce qu'on en a retiré du bon? Maintenant, moi j'ai appris maintenant à travailler dans un espace industriel, technologique. J'ai appris à proposer des TP, chose que je ne savais pas faire, et je le fais avec ma patte d'anglais, c'est-à-dire qu'on arrive à enseigner nos deux disciplines ensemble et avec beaucoup de plaisir. Et parce qu'on est justement vulnérable, parce que moi l'électronique, l'électricité, U égale RI, ok ça va, le reste c'est très compliqué, mais justement parce que je suis vulnérable et que je ne sais pas tout, loin de là, c'est comme ça qu'on modélise aussi cette prise de risque. Et les élèves match de... Et les élèves mais suivent bien cet sûr, exemple justement. mais bien sûr, parce qu'en plus ils se sentent responsables, bien sûr. Les élèves, et vous futurs étudiants, hein, pensons bien à notre objet, ils développent beaucoup plus d'autodétermination. Alors, qu'est-ce qu'on dit très rapidement quand on parle d'autodétermination? On peut avoir, par exemple, des jeunes qui sont amotivés complètement. Et là, l'ensemble de la communauté scolaire, enseignants comme personnel de soutien et d'appui, doivent se mobiliser pour comprendre pourquoi c'est un petit peu électroencéphalogramme plat, quoi. Ensuite, ils peuvent être là juste pour une motivation intrinsèque. Tu dois aller à l'école, tu dois faire des études, tu dois t'insérer dans la société, tes parents te l'ont demandé. Et puis, de toute façon, si tu n'avances pas là-dedans, tu risques d'avoir quelques ennuis. Donc ça, c'est vraiment au nom de la commande extérieure. Et puis, si l'on veut commencer à être un petit peu dans une autre posture en tant qu'étudiant, et c'est aussi dans les conseils qu'on peut vous donner dans ce moment important, c'est de se dire, bon, ok, il y a des contraintes. Donc déjà, accepter qu'il y a des contraintes. La vie, même physiologique, elle est faite de contraintes. Repos, fatigue, repos. Satiété, faim, etc. On ne le changera pas. Être capable d'être dans cette acceptation, en fait, déjà de ces contraintes, mais un petit peu, on dit introjecter, envoyer une petite piqûre à soi-même, de dire, bon, ok, ce qu'il me demande, franchement, ça ne me convient pas, mais je vais quand même me vitaminer un petit peu et y aller. Donc ça, c'est une motivation qui est introjectée. Et le mieux, c'est quand cette motivation, elle est intrinsèque. C'est-à-dire, je sais pourquoi je suis là et j'ai bien envie d'aller habiter cet espace d'apprentissage et de réalisation de mon projet qui fait sens pour moi. Et ce que dit Sandrine, en fait, dans cette proposition de pratique à laquelle on essaye de proposer un petit peu à tout le monde, hein, c'est que l'élève sache qu'il peut être dans le vouloir essayer tout le temps. Ce qu'on lui demande, c'est de vouloir essayer. Ne pensez pas qu'en fait, il y a de la place que pour les excellents. Vous allez être très tranquille. Les élèves excellents et les personnes excellentes dans la société, c'est même pas 1% de la société. On a son examen à peu près quand on est à la moyenne. Hein. Ça, je me tourne vers le professeur. Donc, allez-y, osez essayer, osez vos rêves et puis être encouragé. Je pense par exemple à cette jeune fille qui voulait faire du dessin, de l'art appliqué, etc., qui va faire ses études dans un lycée qui est dédié à ça. Oh là là, mais franchement, il faut être fou pour mettre son enfant en art appliqué. Et bien, tout d'un coup, l'envie lui prend tellement, la formation était de qualité, de faire Sciences Po. Et Sciences Po est aujourd'hui réussi. Et la personne fait du transmédia, utilise l'art pour travailler dans la communication. Donc surtout, ce qu'on a envie de vous dire, vous disiez tout à l'heure, comment cette confiance en soi, on peut la mobiliser. Osez vos rêves, essayez. C'est pas forcément le fait que ça réussisse ou pas qui va compter, c'est l'engagement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on s'engage, quand on tente quelque chose, on risque effectivement de tomber. Vous l'avez déjà fait quand vous avez appris à marcher. Au vélo, au patin à roulettes, vous le savez déjà et vous savez le faire. Mais cet engagement, il peut vous permettre de progresser. Si vous commencez à progresser, et surtout que tous les adultes qui sont à votre service sur ce parcours sont capables de vous signifier des indicateurs de cette progression, de sorte que vous puissiez vous percevoir en train de faire un parcours de qualité supérieure et d'avancer vos pions un petit peu comme sur un jeu. Si vous faites ça, vous allez commencer à avoir un petit peu de plaisir. Et si vous avez un petit peu de plaisir, qu'est-ce que vous faites?
Pensez à un excellent chocolat qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites quand la plaquette est finie? Je pleure. Moi. Alors, on peut pleurer, effectivement, parce que c'est fini. Et sinon, on fait quoi? On est content. On est content. On est content et on s'arrête là? satisfait. Plus jamais de chocolat? Ah non, non. Eh Pas bien non, question. justement, on va aller de nouveau s'engager, de nouveau progresser, au prix d'efforts, de persévérance. Personne ne dit facilité dans notre discours, hein, soyons très clairs là-dessus. Personne ne dit que penser un petit peu dans ce contexte-là, ça serait de l'espèce de positivisme. Sandrine aime bien dire en anglais pink painting, tout peindre en rose, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir que ça se mérite, ça demande des efforts, ça se travaille, ça se muscle, hein, comme tu disais au début. Mais en tout cas, quand je me sens progresser, pas forcément réussir, celui qui s'engage, je vais dire par exemple en médecine, et qui un jour sera chirurgien ophtalmologique, il débute une scolarité, une poursuite d'études qui est aussi longue que sa scolarité. C'est pas demain qu'il sera chirurgien et qu'il sera un ponte. Mais s'il se sent progresser, s'il a du plaisir, eh ben voilà, c'est la roue de l'engagement. On y va là-dessus, on tourne. Et ça maintient une approche plutôt pleine d'émotions. Alors, j'aime pas dire positives, elles sont pas positives, les émotions. Elles sont agréables ou désagréables. Mais d'émotions comme ça, de sens, meaning of life, comme dirait Sandrine. Et ça crée une espèce de dynamique, une espèce de ressort dans lequel on peut être un petit peu constant. Ce qu'on n'a pas dit sur l'estime de soi, c'est qu'on peut la mesurer en fonction de sa hauteur et de sa stabilité. Et quand on parle de stabilité, c'est que l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi reste à peu près de même niveau, que l'on soit confronté à des choses qui nous fassent du bien, du plaisir, de la satisfaction, de la joie, ou qui nous ramènent aux difficultés, aux erreurs, aux contraintes, aux contrariétés. La joie habite au même endroit que les ennuis. Les ennuis ont beaucoup plus d'enfants. Mais la joie, elle est là. Et donc, effectivement, ce qui est important, c'est que les élèves ils puissent sentir ce plaisir-là d'apprendre et que leurs efforts fassent sens. Et qu'ils ne soient donc pas méconnus dans leur implication dans la scolarité. Et de là, c'est aussi un conseil aujourd'hui sur ce plateau que j'ai envie de donner aux jeunes. Vouloir essayer et nous, autour d'eux, les encourager. Sandrine, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je pense que la faillibilité d'un adulte, d'un conjoint, d'un ami, le droit à l'erreur de tout le monde, c'est quelque chose qui est le point commun qui nous réunit tous. Et je crois que si on encourage justement à prendre ce risque-là, évidemment pour de bonnes raisons, bien évidemment, et dans un cadre précis, eh bien le risque, on le prendra et donc on aura confiance. Et ça, alors, je parle anglais, strong back, soft front, wild heart. On parlait tout à l'heure, est-ce que tout le monde le fait? Oui, probablement. La difficulté, c'est que chacun, nous avons tous ces émotions très désagréables, parfois de peur, de déception, de frustration, de colère. Et les affronter telles quelles, c'est-à-dire être clair avec soi-même d'abord et avec les autres ensuite, dire voilà ce que je ressens parce que je fais ça. Je crois que le strong back, c'est-à-dire la colonne vertébrale de ce que l'on est, elle est indispensable pour se tourner vers l'autre. Là, on peut avoir le soft front, c'est-à-dire qu'on peut être curieux et aller vers l'autre et profiter de l'instant justement avec lui. Et si ça ne fonctionne pas, parce que parfois on peut être en désaccord, ça ne veut pas dire que ce qu'on raconte c'est forcément vrai pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. En revanche, si on ne se sent pas bien avec ça, eh bien, il ne faut pas hésiter à être un wild heart, c'est-à-dire faire peut-être un peu cavalier seul pendant quelques temps pour pouvoir mieux y revenir après. On parlait du sentiment d'appartenance. La première chose, le premier groupe auquel on appartient vraiment, c'est soi-même. Et c'est extrêmement difficile d'être soi-même. Et quand on a vraiment identifier ses valeurs, c'est-à-dire ce pourquoi on pourrait se sacrifier finalement, eh bien c'est gagné. Là, la confiance, elle est solide. C'est le strong back de tout à l'heure. D'où la métaphore avec la boxe, alors vous voyez un petit peu ça comme un ring, finalement? C'est ça. C'est extrêmement courageux. Quand on dit que c'est vulnérable, c'est que vous avez bien compris, c'est pas du pinkwashing, c'est avoir les conversations qui fâchent avec soi-même. Ça veut dire que ça peut être très, très douloureux, effectivement. Donc oui, c'est tout à fait du combat, ouais, tout à fait. Communiquer et être honnête. C'est ça.
Alors peut-être qu'on pourrait conclure, je ne sais pas, il me Allez-y, semble que le bien temps sûr. passe vite. Allez-y, Véronique. Conclure rapidement en disant que nous, ce qui nous tient à cœur comme culture par rapport à l'orientation et par rapport à notre attitude de pédagogue et d'éducateur, c'est l'approche centrée solution. Très rapidement, qu'est-ce que c'est? Et là aussi, j'invite les auditeurs à peut-être réfléchir à ça. Pas commencer par ce qu'on va faire, mais commencer par dire quelle est mon intention pour un futur souhaité. Quelle est cette intention? Là, regardez tout ce dont on dispose comme qualité, compétences, force de caractère, talent, on l'a dit plusieurs fois. Les écrire ou juste On peut les écrire. On peut par exemple faire un petit repas sympa où on demande aux gens, tiens, finalement, quand je me lève, vous voyez quoi comme qualité? Que vous direz que je suis la personne qui fait quoi, etc. Il y a plein de petits jeux comme ça. Et cette approche, elle va proposer, effectivement, je crois qu'elle s'affiche à l'écran, de faire passer le comment en second. C'est vraiment se poser sur quelle est mon intention. Comment, effectivement, je veux atteindre cet objectif, comme vous le voyez, et ensuite d'aller s'apercevoir à partir de nos qualités, nos compétences, ce qui est là, et ce qui nous fait encore besoin, au lieu de le penser comme un manque, de la coopérer. Et ça, je crois que cette période de Covid nous l'a montré, cette coopération, cette entraide entre apprenants, entre étudiants, entre êtres humains confrontés à cette même vulnérabilité, nous apprend des choses aussi, et aller construire ainsi une dynamique positive, une dynamique plutôt de solution, au lieu de se dire, oh là là, il me manque ça, j'ai encore pas ça, qui est très désespérant, très décourageant, qui entraîne de la réactivité, de la surréactivité. On n'y pas, on fait attention aux problèmes, on en prend soin, on les pose, on les parle, on les dit. Mais à partir de là, une fois qu'on a fait ce travail, on définit l'intention et on engage tout ce qui est sur la petite diapositive. Sandrine, pour conclure. Pour conclure, je voudrais vous livrer un mot que j'adore, un mot zoulou. Ah, pas anglais. On l'a vu tout à l'heure sur l'écran. C'est ça, voilà. C'est Sawubona. C'est un mot magnifique qui est le salut zoulou, qui ne veut pas dire bonjour simplement, mais qui est extrêmement riche de sens. Il veut dire quand je te vois, je te porte à l'existence. Et si quand on arrive en classe, quand on rentre à la maison avec ses enfants, avec son conjoint, quand on dit quand je te vois, je te porte à l'existence, ce que tu es compte tellement que je suis là pour toi aussi, évidemment à condition que tu respectes aussi ce que je suis, je crois que c'est gagné. Après, il faut parler zoulou aussi. Il faut parler zoulou. C'est pas pratique. On est un petit peu zoulou avec notre approche aussi. Oui, mais juste pour continuer un tout petit peu, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant, mais on le dit, c'est un peu novateur aussi. On n'est pas là, ça appelle à plein de freins à desserrer, parce que vous le savez bien, dans l'éducation nationale, je ne veux pas du tout faire un procès, mais c'est pas ce qu'on entend le plus. Et ce que vous dites là, c'est vraiment aller dans l'intérieur des gens. Zone de confort, justement. Alors, c'est ça. Je crois qu'être vulnérable adulte, c'est modélisant ou modélisateur pour les jeunes, mais c'est aussi faire sa part. C'est tellement difficile que forcément c'est compliqué. Si on vous disait maintenant, allez, reconnaissez toutes vos erreurs ou reconnaissez une grosse erreur que vous avez fait ce matin. Non, il ne faut pas dire ça. Alors Damien, on a plein à donner, mais on verra ça plus tard. C'est ça. Il en faut du courage. C'est la même approche. C'est la même approche dans le fond, c'est-à-dire qu'on regarde bien plus facilement et bien plus, notre cerveau est fait pour ça en plus, depuis qu'on est être humain, ce qui nous menace, ce qui est dangereux, etc. Donc on va dire de l'éducation nationale, elle a ci, elle a ça. Bon. J'ai envie de dire, elle a des axes d'amélioration. Ça, c'est sûr qu'on a tous des axes d'amélioration. Mais peut-être qu'il serait intéressant de se dire, aujourd'hui, si je suis journaliste, prof d'anglais, technicien, merci à vous, organisateur du plateau ou infirmier ou voilà ce qu'on veut, est-ce que l'école a mis quelque chose pour que j'en sois là aujourd'hui? Et je crois qu'on a tous été à l'école et que prendre conscience qu'on a eu droit à l'école publique, laïque, gratuite, accessible au plus grand nombre, dans l'état où elle est, c'était déjà pas mal. Et nous, on a envie effectivement de la faire entrer dans l'équipe des formateurs de Limoges. Voilà, dans autre chose. On les salue aussi parce qu'ils nous regardent. Appelle l'éducation positive, on y croit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas. Merci en tout cas à toutes les passionnant. deux pour tous vos enseignements. On se dit du coup Sawubona, c'est ça? Sawubona. Merci infiniment pour votre accueil extrêmement chaleureux. C'est un vrai plaisir. Merci. Et on va se passer la ficelle, nous, après, dans l'équipe. Exactement. On va leur faire un petit exercice. On avait le bâton de parole hier et aujourd'hui, ça sera la ficelle. Oui, on peut leur faire un petit train des qualités. Allez.
On va vraiment le faire ou pas? Parce que là, on est perdu tout à coup. Faut conclure. En plus, sérieusement, pour conclure, d'ailleurs, on vous le rappelle, appelez-nous, notre standard est ouvert. On va répondre justement à vos questions tout à l'heure en direct. 05 57 57 73 73. Réponse en direct de vos questions. On va se définir nos qualités. On vous dit à tout à l'heure, du coup.